Donc bienvenue pour ce deuxième jour du festival Déraillez-vous. On commence avec un aventurier, raconteur d'histoire et surtout homme politique parce que John Worth est un Britannique qui vit à Berlin, qui est blogueur, qui était anciennement Jeunes Européens fédéralistes. Il croit à une Europe sans frontières et donc il a voulu voir ce que ça faisait de traverser les frontières en train. Et c'est ce qu'il va vous raconter, son expérience et ses suggestions aussi pour le monde des chemins de fer européens, pour que voilà, cette Europe devienne sans frontières. Donc consultant aussi, mais je vais surtout tout de suite lui laisser la parole. 15 minutes d'intervention et puis vous aurez la place pour vos questions ensuite pendant 5 minutes. Merci John d'être ici. Ok, très bien. Alors, on va commencer en mettant le film et puis je vais commencer à expliquer un peu plus les détails. Donc, on commence là. À la crise climatique, nous devons tous prendre moins l'avion et moins la voiture et prendre davantage le train. Mais lorsque vous traversez une frontière en train en Europe, tout devient plus compliqué que lorsque vous restez dans le même pays. Au cours de l'été 2022, moi, John Worth, j'ai mis tout cela à la preuve avec le projet Cross Border Rail. J'ai traversé toutes les frontières intérieures de l'Union européenne que vous pouvez traverser en train. 95 frontières au total. J'ai parcouru plus de 30 000 km en train et là où les trains ne circulent plus, j'ai pris mon vélo pliant. Et le reste s'est fait en bus, en ferry et en taxi. Qu'est-ce que j'ai découvert? Dans certains endroits, les lignes ferroviaires sont tombées en ruine et on pourrait les reconstruire. Beaucoup d'entre elles sont difficiles ou coûteuses à réparer, même si, comme à Canfranc, à la frontière franco-espagnole, elles se situent dans des endroits magnifiques. Parfois, les voies ferrées existent, mais les trains de voyageurs ne circulent pas. Il serait simple de prolonger les trains de Orménio en Grèce à Svilengrad en Bulgarie ou de Turmantas en Lituanie à Daugavpils en Lettonie. L'infrastructure et les trains pour ces services existent déjà. Dans d'autres endroits, les trains circulent, mais les horaires sont si mauvais que personne ne peut les utiliser. J'étais le seul passager dans un train entre Mons en Belgique et Aulnois en France. Et j'ai été bloqué pendant 3 heures à la frontière entre l'Estonie et la Lettonie parce que les horaires ne sont pas coordonnés. Et il y avait d'autres absurdités. Les trains de Vigo en Espagne à Porto au Portugal sont des trains diesel sur une ligne électrifiée. Les trains sont ralentis par l'infrastructure délabrée sous le tronçon polonais entre Liberec en Tchéquie et Zittau en Allemagne. Et les billets sont incroyablement chers entre l'Allemagne et Strasbourg. Mon message s'adresse avant tout à l'Union européenne et en particulier à la commissaire des transports. Nous sommes censés vivre dans une Europe sans frontières, mais lorsqu'il s'agit des chemins de fer, les frontières existent toujours. Et la politique ferroviaire de l'Union européenne est un échec. Il ne s'agit pas seulement de l'infrastructure, car elle est satisfaisante dans de nombreux endroits. L'Union européenne doit s'assurer que les trains de voyageurs circulent dans tous les endroits où ils peuvent être exploités. Les horaires doivent être coordonnés et que la réservation des billets soit facile et les droits des passagers garantis. Prendre un train pour traverser une frontière au sein de l'Union européenne devrait être aussi simple que de prendre un train à l'intérieur d'un pays. Voilà le film. On va changer vite d'écran. Et puis, on va plus loin. Alors, voilà. Alors, je vais expliquer un tout petit peu plus concernant ces thèmes qui étaient présentés d'abord dans le vidéo. Enfin, ça, c'est le frontière Pologne, République tchèque dans le photo. On voit que les rails changent et directement là, à la frontière. Mais quels sont les problèmes spécifiques quand vous traversez les frontières en Europe en train? Il y a 4 différentes sortes de problèmes. Dans certaines voies transfrontalières sont tombées en ruine, donc les lignes ne sont plus actives. Dans d'autres cas, les voies existent, mais les trains de passagers ne circulent plus ou ne circulent pas. Dans des autres cas, lorsque les trains circulent, les horaires sont si médiocres que presque personne ne peut utiliser ces trains. Et dans le 4e fois, il y a des problèmes d'information ou de billetterie ou des autres difficultés. Donc, ce sont tous les trains que j'ai pris. Il y a la carte de tous les 186 trains que j'ai pris le long de mon parcours. Vous les trouvez sur le site web du projet. Et après que j'ai pris tout ça, j'ai découvert ou j'ai fait une liste. Oh, c'est
difficile à voir sur l'écran ici, il y a un petit souci de technologie là. Il y a 20 projets que je propose que les institutions européennes peuvent implémenter assez vite pour faire des améliorations. Et ce sont à la carte les petits points où je propose qu'on pouvait facilement et pour assez peu d'argent améliorer la situation. Et donc entre les 27 pays que j'ai traversés en train, 19 sont concernés par les 20 projets que je propose là où l'Union européenne pourrait faire de grands changements assez vite et pour assez peu d'argent. Enfin, un exemple dans les 4 catégories que j'ai présentées au début. Donc ici, nous avons la frontière entre France, Valenciennes ici, avec la frontière là, et Belgique avec Mons ici. Et donc la ligne grise là, je devais faire à vélo parce que les trains le long de cette ligne-là, c'est une ligne industrielle pour l'instant. Il n'y a aucun train de voyager qui circule là. Et à la frontière, à Quievrin, il y a 2 kilomètres de voies qui ne sont pas légalement actives. Et c'est comme ça, les voies sont ne plus possibles à les utiliser. Et ça, c'est le côté belge. L'électrification, c'est limité à la rue là, c'est la frontière même. Et juste après, les rails continuent, mais ils ne sont pas utilisés depuis à peu près 40 ans. Donc ici, c'est un exemple. Si on pourrait refaire ce 2 km de voie, on pourrait réouvrir une connexion entre Valenciennes et Mons. Pour aussi, le cas ici, c'est assez triste, parce qu'il y a l'agence européenne pour le chemin de fer se trouve à Valenciennes. Et eux, ils n'ont pas de connexion vers Bruxelles pour faire leur réunion avec la Commission européenne. Donc ici, on pouvait assez facilement réouvrir une ligne transfrontalière dans ce cas-là. Mais enfin, de reconstruire des lignes, c'est assez compliqué. C'est plus facile de réutiliser des lignes qui sont toujours officiellement, légalement, toujours actives. Et donc, un exemple de ça, c'est nous sommes ici à la frontière entre Slovénie et la Croatie, près de la ville de Metlika. Et donc ici, on arrive dans un train assez moderne à la côté slovène. C'est pas électrifié, mais enfin, l'infrastructure, ça va dans cet endroit. Et ici, c'est le pont entre... J'avais un drone avec moi pour faire les photos. À la côté droite, c'est la côté slovène et à gauche, la Croatie. Mais dans le pont même, ils ont mis ces barrières-là. Parce que, pour l'instant, la Croatie n'est pas dans la zone Schengen. Et donc, ils ont cessé les trains ici, il y a 3 ans. Et ils ont simplement mis une barrière. Donc ici, c'est beaucoup plus facile de réouvrir la ligne, surtout parce que janvier de l'année prochaine, Croatie va entrer dans la zone Schengen. Donc là, il y aura la possibilité facilement de réouvrir une connexion comme ça. Donc ça, c'est la deuxième catégorie. Les lignes existent, mais les trains de passagers ne circulent plus. Dans le troisième cas, c'est encore plus facile. Il y a déjà des trains, mais ils ne sont pas coordonnés. Donc ça, c'est un exemple concernant la France et la frontière France-Italie. Donc si je ne pouvais pas personnellement prendre ce train parce qu'il y avait une grève, donc je devais prendre notre route, mais je voulais le prendre dans mon projet, mais c'est toujours là-dedans comme exemple. Si quelqu'un veut prendre un train de Marseille jusqu'à Genova, on a des difficultés de coordination des horaires. Et donc, je vais vous montrer la situation. Donc, si vous partez de Marseille-Saint-Charles à 7h57 le matin, vous arrivez donc à Niceville 10h41. C'est pas mal. Mais on a la difficulté que le train pour Ventimiglia à la frontière est parti 5 minutes avant que vous arrivez. Donc, vous ne pouvez pas prendre celui-là parce que personne n'a pensé à coordonner les horaires là à Niceville.
Donc, vous ne pouvez pas prendre cela, donc vous devez prendre le prochain, qui est juste 25 minutes après. Mais quand vous arrivez à Ventimiglia, vous voyez que vous avez raté ce train avec 4 minutes. Ouais. Et le prochain train, pour aller plus loin vers Gênes, c'est 2 heures plus tard. Donc, pour cette manque de coordination des horaires à la frontière, c'est donc un parcours 2 heures plus loin qui est nécessaire de faire un parcours de Marseille à Genova. Donc, il y a des exemples comme ça partout. Je devais attendre 3h30 à la frontière entre l'Estonie et la Lettonie à cause d'exactement ce sorte de difficultés et de problèmes. Donc, il faut mieux coordonner les horaires des deux côtés de la frontière. Et donc, la 4e catégorie, il y a tout un autre genre de difficultés et de problèmes, de manque de coordination des deux côtés de la frontière. Nous sommes ici entre Görlitz en Allemagne et Zgorzelec en Pologne. Là, il y a un bel pont bien rénové, le pont en traversant la rivière Neiße entre les deux villes. Mais la ligne même, vous voyez, l'électrification, c'est limité à la frontière. Donc, c'est ici la frontière entre l'Allemagne et la Pologne. Électrifié à la côté polonaise, rien à la côté allemande. Donc, parce que là, on avait un projet de l'Union européenne d'électrifier toute la ligne de Dresden jusqu'à Wrocław en Pologne. Les Polonais ont complété leur travail et les Allemands n'ont pas fait. Et donc, ils ont mis les masques jusqu'au milieu du pont pour montrer aux Allemands, « Hey, vous devez faire votre travail à la côté allemande. » Et il y a toute une gamme de problèmes exactement comme ça. Ce n'est pas seulement les Polonais qui sont bons dans ce cas, parce qu'enfin, à la frontière entre la Pologne et la Lituanie, c'est exactement l'inverse. Les Polonais n'ont pas fait leur boulot, mais à la côté de la Lituanie, ils l'ont fait. Donc, il faut mieux coordonner des trucs comme ça et mettre de la pression sur les gouvernements où les retards et les rénovations des lignes ne sont pas actuels. Donc ça, c'est une sorte de la 4e catégorie. Et voilà, donc ça c'est tout. Ici, la dernière photo, c'est peut-être ça fonctionne avec le film aussi. Ici, c'est aussi une histoire intéressante, mais là, je ne peux pas proposer des améliorations. On est ici à Bayerisch Eisenstein, à la frontière entre l'Allemagne et la République tchèque. Et c'est exactement ici la frontière. On le voit en termes de différentes couleurs de détroit de la gare ici à Bayerisch Eisenstein. Donc voilà la petite présentation du projet Cross Border Rail et ce que j'ai vu et j'ai appris. Maintenant, nous avons du temps pour des remarques et des questions. Et aussi, naturellement, concernant tous les 95 frontières que j'ai traversées, pas seulement ces exemples-là que je viens de présenter. Voilà. Merci beaucoup, John. Je crois qu'on a compris coordination, mot-clé de ton discours. Est-ce que vous avez des questions dans le public ? On va en prendre quelques-unes, on a 5 minutes. Monsieur, juste là-bas après, et ben on commence. Oui, merci pour cette information, ça a été passionnant de suivre le parcours ces derniers mois. Sur le dernier point que vous aviez évoqué sur l'information et la billetterie, à l'ère du numérique, ça paraît le point le plus facile à améliorer. Qu'est-ce que vous proposez là-dessus ? Parce que c'est pas avoir l'information, il n'y aura pas de voyageurs, et même ceux qui veulent voyager, si c'est compliqué d'acheter le billet, ils ne vont pas le faire. Donc, Alors, oui, enfin, je n'ai pas beaucoup parlé des horaires, informations concernant les horaires et les billets. Enfin, c'est une organisation pas loin d'ici à Paris qui est responsable pour le système des bases de données, des horaires de train dans le monde entier. C'est l'Union internationale des chemins de fer, domicile ici à Paris. Et cette organisation gère une base de données qui s'appelle UIC Merits. Donc, tous les chemins de fer mettent leurs horaires dans cette base de données. Et ça te permet théoriquement de mettre Paris
et Bilbao dans un moteur de recherche et de découvrir au moins quels sont les trains qui circulent. Mais nous avons la difficulté là qu'il y a plein de compagnies de chemin de fer qui mettaient il y a 10 ans leurs données dans cette base de données, mais qui ne le font plus. Et c'est compliqué, surtout pour la France, à la frontière entre la France et l'Espagne. Donc là, il y a 3 des 5 lignes où les trains qui traversent la frontière ne sont pas dans la base de données. Donc ça, c'est la responsabilité pour l'instant de l'Union internationale des chemins de fer. Mais eux, ils ne le résoudront pas. Donc à mon avis, il faudrait que la Commission européenne doit améliorer cette situation et mettre une obligation légale aux compagnies comme la Renfe en Espagne de mettre toutes ces données dans cette base de données. Concernant les billets, il y a certains gens qui proposent qu'il doit être obligatoire de vendre un billet de n'importe quelle ville à n'importe quelle autre. À mon avis, c'est trop compliqué d'obliger des compagnies de chemin de fer de vendre un tel billet. Parce que, enfin, digitalisation chez les chemins de fer, c'est pas top. Ouais. Et ici, nous sommes en France. Les gens n'aiment pas SNCF Connect. Mais en comparaison avec la situation au Portugal ou en Roumanie, c'est un paradis ici concernant la digitalisation. Donc, de vendre un billet de n'importe quelle ville à un autre, ça va pas. C'est impossible. Il faut avoir, je ne sais pas comment dire ça en français, je propose une sorte de delay guarantee, une sorte de garantie. Si on est en retard, on peut prendre le prochain train, même si on avait un autre billet. Donc par exemple, quand je fais un Berlin-France, j'aurais besoin de 2 billets. Si mon train est en retard à la côté allemande, je n'ai pas le droit de monter dans le prochain TGV qui est disponible. Malgré le fait que ce n'était pas ma faute, parce que Deutsche Bahn avait des retards, et ce n'est pas le fait que j'ai mal réservé ou quelque chose comme ça. Donc j'aimerais bien voir une sorte de système de garantie. Si je peux montrer à la SNCF que j'avais correctement planifié mon voyage, que j'aurai le droit de prendre un train plus tard. Donc ça, c'est à mon avis, c'est la manière de résoudre cette situation. Et pas de demander que ça soit possible d'acheter dans un billet de n'importe quelle ville, n'importe quelle autre en Europe. Une autre question ? Bonjour. Dans la liste des difficultés interfrontalières que vous avez indiquées, là, vous avez parlé de sujets en fait d'infrastructure. Après, il y a l'exploitation aussi. Oui. Et je rajouterais le fait des trains supprimés. Il y a 15 jours, je voulais rentrer de Paris le dimanche début de septembre depuis Aix-la-Chapelle. Donc évidemment, je précise que par contre, je voulais rentrer avec mon vélo. Donc les Thalys, évidemment, c'est impossible. Oui. Alors il y a quand même le tuyau qu'on se donne entre cyclistes qui est la ligne Paris-Maubeuge-Namur, qui n'est pas la plus connue, mais qui est tout à fait viable. Le seul problème, c'est que le dimanche après-midi, la SNCB, donc pour une fois, c'était pas côté français, c'était côté belge, a supprimé le train, peut-être faute de conducteurs, faute de personnel. Donc au lieu de faire le trajet depuis le début de l'après-midi jusqu'à Paris en arrivant en fin d'après-midi, je suis arrivé le lendemain matin, en fait. Donc j'ai pris 9 trains pour faire Aix-la-Chapelle avec mon vélo jusqu'à Paris. Ouais. Donc il y a ce sujet-là aussi, c'est la fiabilité des liaisons qui sont déjà avec une desserte très faible sur ces destinations transfrontalières. C'est tout à fait le cas. Alors enfin, d'un côté, il faut avoir les horaires transfrontaliers qui sont aussi bons que les horaires nationaux. Donc, normalement, la desserte au niveau international, surtout les frontières de la France, là, on a 2 ou 3 trains par jour. Les frontières de la République tchèque, on a 1 train par heure sur chaque ligne. Donc là, il ne faut pas dire que les trains internationaux, c'est une sorte de nice to have. C'est quelque chose qui doit avoir de bons horaires. Deuxième, le point concernant les vélos. Enfin, j'ai pris un vélo pliable parce que de faire un tel projet avec un vélo normal, ça ne va pas du tout. Parce que, et enfin, dans certains TGV en France, au moins, on peut transporter des vélos, certains, mais dans aucun train de grande ligne en Suède ou en Espagne, ça va.
Donc là, ça va s'améliorer un tout petit peu à l'avenir parce que l'Union européenne a déjà obligé, à partir de déjà fin de l'année dernière, que tous les nouveaux trains ont des emplacements de vélos, 2 vélos par wagon. C'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Enfin, concernant la fiabilité des lignes, là, moi, j'avais plein de difficultés cet été. Il y a beaucoup de compagnies de chemin de fer qui ont fortement souffert à cause de la pandémie. Donc, ils ont des difficultés de recrutement et aussi de maintenance de leur matériel, surtout lié à la pandémie. Donc, généralement, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis, mais c'est beaucoup plus. Ce sont des choses qui sont fortement difficiles à résoudre, malheureusement. Merci beaucoup, John Worth, et merci pour votre participation.